Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui. C'est moi qui vais animer cette conférence intitulée « Changer le monde, ça s'apprend ». Alors je suis Martin Roth, je suis chef de rubrique études au magazine Phosphore. Phosphore, c'est un magazine pour les lycéens de 14 à 19 ans. Voilà, et je suis en charge sur toute la partie études et métiers. Alors aujourd'hui, on va parler d'écologie. On va parler d'écologie au lycée, on va parler d'écologie dans l'enseignement supérieur et on va parler d'écologie dans le monde du travail. Personnellement, je trouve que c'est un très bel intitulé « Changer le monde, ça s'apprend » parce qu'il est volontairement vague. C'est-à-dire que ça s'apprend pour les responsables pédagogiques, ça s'apprend pour les professionnels et ça s'apprend autant, en fait, finalement, que pour les élèves. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire en 3 temps. Dans un premier temps, on va faire un état des lieux, la place de l'écologie dans les programmes au lycée, dans l'enseignement supérieur. Dans un deuxième temps, on va parler des solutions qu'on peut apporter et des objectifs, des projets qui sont réalisés ou en cours, et aussi du monde du travail. Je me tourne vers vous, Khalid, notamment. Et troisième temps, ce sera vos questions. Voilà, gardez-les pour la fin. On va accorder un moment assez conséquent pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, en lien avec la conférence ou pas. Ça peut être aussi d'autres sujets qui n'ont pas été abordés, donc vraiment n'hésitez pas. Alors, à tout moment, les intervenants ont la possibilité de rebondir sur des questions, sur des interventions. Voilà, il faut que ce soit un échange, il faut que ce soit un débat, vraiment, n'hésitez pas. Et je vais laisser le soin aux intervenants de se présenter. Léo, vous êtes tout là-bas, je ne vous vois pas très bien, mais si vous êtes d'accord, on va commencer par vous. Très bien, merci pour cette brève introduction. Si je comprends bien, l'exercice, là, c'est uniquement de me présenter tout court. Vous présentez en 1 minute, max. C'est noté. Alors, pour être très bref, je suis membre du collectif Pour un réveil écologique, qui est un collectif d'étudiants qui est né il y a 4 ans maintenant, suite à un manifeste étudiant pour un réveil écologique que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, et qui montre en quelque sorte la distance qu'il y a et qui est croissante entre ce que les étudiants veulent au regard des problèmes écologiques et ce qui nous est proposé, que ce soit dans notre monde professionnel ou dans le milieu académique. En particulier, moi, j'ai suivi des études d'ingénieur après une maths sup maths p et j'ai fait l'école polytechnique. Et voilà, je m'arrête là pour l'introduction. Manifeste qui avait recueilli 30 000 signatures étudiantes. Tout à fait. Sarah, qui êtes-vous ? Donc, je suis Sarah Vital, j'ai 17 ans, je viens de Toulouse. Je suis membre du réseau Lycée en Transition, qui est un réseau qui a pour but de fédérer les lycéens, plus particulièrement les éco-délégués, qui sont les plus nombreux dans le réseau. Le site nous permet de partager notre expérience, de donner des conseils à des lycéens qui peut-être sont moins conscients de l'écologie. Et donc voilà, c'est tout. Merci Sarah. Bertrand, c'est à vous. Oui, merci. Donc Bertrand Raquet, je suis le président du groupe INSA, je suis aussi le directeur de l'INSA Toulouse, ravi d'être parmi vous, ingénieur de formation, universitaire, et si je suis là, c'est probablement pour témoigner finalement des nouveaux enjeux, des futurs profils de l'ingénieur et de la façon dont le groupe INSA se transforme aussi de l'intérieur, donc sur cette très belle aventure. Et pouvoir bien sûr échanger sur finalement notre responsabilité en tant qu'opérateur de l'État et aussi une forme d'interface entre la montée en compétences et puis le monde de l'entreprise. Merci. Je suis entouré de directeurs. Alexandre, vous êtes également directeur. Oui. Je suis Alexandre Denavaille, le directeur général de Kedge Business School, qui est une école qui forme tous les ans 15 000 étudiants au management et aux sciences du management avec différentes expertises sur 4 campus en France, à Bordeaux, à Marseille, à Paris et à Toulon. Voilà, appuyé de 200 professeurs, de un peu plus de 500 collaborateurs, dont beaucoup évidemment sont là pour nos professeurs et nos élèves. Et je suis ravi de voir qu'il y a autant de jeunesse dans cette salle, qui, comme à l'école, est plutôt assise au fond, que devant d'ailleurs. Mais bon, voilà.
Et on attend leurs questions, bien sûr, à la fin. Clémence. Bonjour, bonjour à tous. Merci à l'UNESCO et aux organisateurs d'avoir organisé cette table ronde et de m'y avoir invité. Clémence Devoreux, moi je suis coordinatrice sur les sujets d'enseignement supérieur au Shift Project. Donc The Shift Project, on est un think tank, c'est-à-dire une association d'intérêt général, loi 1901, qui est donc un laboratoire d'idées qui vise à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique et climatique. Et donc on produit des rapports, c'est ça que ça veut dire, et on fait du lobbying sur la base de ces travaux auprès des décideurs concernés. Voilà. Et moi je m'occupe spécifiquement des questions d'enseignement supérieur dans le cadre de cette organisation. Et Khalid, on termine avec vous. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là également. Moi je suis Khalid Ima, je suis responsable de projet RSE au sein de la direction de l'engagement citoyen de KPMG France. KPMG France, c'est un cabinet d'audit, d'expertise comptable, de conseil et d'avocats. Et moi, mon rôle au sein de la direction de l'engagement citoyen, c'est justement de travailler sur la mobilisation, l'engagement de nos collaborateurs sur des thématiques sociales, environnementales. Et on sera ravis de partager cela avec vous. Merci beaucoup pour ces présentations. Je commence tout de suite avec une première question. Sarah, elle est pour vous, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes lycéenne, quelle est la place de l'écologie dans le programme au lycée? Alors, la place de l'écologie, depuis quelques années, elle est de plus en plus grande. On en entend parler dans les cours les plus logiques, donc la SVT par exemple, donc des sciences. On en entend aussi forcément parler un petit peu en histoire. On pourrait dire qu'elle n'est pas suffisante d'un point de vue intérieur. En tant que lycéenne, donc je suis en terminale, donc ça a peut-être un petit peu changé depuis, mais je suis passée par le collège où en fait on n'entendait pas réellement parler de l'écologie, ou du moins on n'entendait pas parler des solutions, on entendait parler du réchauffement climatique, parce que forcément on va parler des effets de serre ou ce genre de choses, mais on n'en entendait pas parler. Il n'y avait pas encore le rôle des éco-délégués qui était créé, donc en arrivant au lycée on est un peu perdu, on ne connaît pas l'écologie. Et puis en seconde, on en entend un peu plus parler, c'est vrai, mais d'autant plus en première quand on choisit nos spécialités, parce que par exemple, personnellement, j'ai pris géopolitique, donc forcément on entend parler des enjeux climatiques. J'ai pris aussi sciences économiques et sociales, donc on en entend aussi parler, même si c'est moins le sujet principal. Mais de ce qu'on pourrait noter, c'est que c'est pas assez pluridisciplinaire parce qu'on n'en entend pas parler partout. Il n'y a pas de véritable lien et ce qu'on remarque, c'est surtout qu'on parle de faits, mais on parle jamais des solutions ou de ce qu'on pourrait faire pour que ça change. On dit juste clairement qu'il y a de la pollution et un réchauffement climatique qui est certes très dommage, mais on n'a pas de solution à notre échelle ou à l'échelle collective. Sarah, vous êtes éco-déléguée dans votre lycée. D'ailleurs, vous pouvez nous peut-être rappeler, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'être éco-délégué au lycée. Non, alors peut-être que vous pouvez nous rappeler ce que c'est. Donc être éco-délégué, c'est un rôle qu'on obtient après une élection. Donc en septembre ou en octobre, à chaque rentrée, on élit en même temps que les délégués de classe. Donc ça, normalement, c'est assez connu. Des éco-délégués. Donc les éco-délégués, c'est des élèves qui ont pour rôle d'informer sur l'écologie dans leur classe, de réfléchir à des projets pour le lycée et donc de parler d'écologie globalement dans tout le lycée, de faire un lien avec les professeurs en théorie. En théorie. Pourquoi en théorie? En théorie parce que, par exemple, le fait d'informer ses camarades de classe à l'écologie, c'est quelque chose qui vient du site du gouvernement, hein, donc c'est notre rôle. Ben, on ne le fait pas du tout, ou très peu. Et en fait, on parle d'écologie parce qu'on dit à nos amis, par exemple, qu'on a une réunion. On va dire qu'on a fait tel ou tel projet, certains vont participer, mais on ne parle pas d'écologie entre nous. On n'a pas de cours dédiés à ça. On n'a pas, par exemple, une réunion dans la classe pour parler de l'écologie, alors que, par exemple, les délégués ont des réunions. Est-ce que vous-même vous êtes formé à ça? Pas réellement. Je me suis, on pourrait dire auto-formée parce que je suis arrivée en seconde et je me suis mise dans les éco-délégués qui, dans mon lycée, n'étaient pas du tout mis en place.
Et donc on a un peu appris de nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on n'a pas de réelle formation, en tout cas pas de ce que je sache. Les référents qui s'occupent de nous, donc il y a des référents adultes, au moins un par lycée qui est censé s'occuper des lycéens. Eux ont une formation qui n'est pas obligatoire, mais pas les lycéens. Pardon. Sarah, vous êtes donc éco-déléguée, membre de l'association Lycée en Transition. Vous échangez avec beaucoup de lycéens engagés. Quelles sont leurs volontés en termes d'écologie au lycée? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Forcément, ils aimeraient pouvoir tout changer, ce qui n'est pas forcément possible. Mais commencer par faire des petites actions, des choses qui ne changent pas grand-chose au quotidien dans le lycée, mais en fait qui changent beaucoup si tous les lycéens le faisaient. Donc des actions sur les infrastructures, des actions aussi, même ça pourrait être, on pourrait considérer ça comme de la décoration. Donc par exemple mettre des arbres, parce que pour des lycéens c'est de la déco, c'est pas vraiment un mouvement écologique. Et puis ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est de pouvoir fédérer les élèves et puis parler avec les professeurs, parler avec le corps enseignant, chose qu'on a du mal à faire parce qu'on a moins de place que ce qu'on aimerait au sein de l'établissement en tant qu'éco-délégué. Merci Sarah. Khalid, je me tourne vers vous, à l'autre bout. Pour la direction de l'engagement citoyen de KPMG, vous intervenez notamment dans des lycées prioritaires pour sensibiliser aux enjeux environnementaux, mais aussi sociaux et sociétaux. Quel est le niveau de connaissance de ce public-là sur ces enjeux-là? Tout d'abord, je tenais à souligner qu'effectivement, il y a une vraie volonté de ne pas dissocier l'enjeu environnemental de l'enjeu social. On travaille beaucoup dans les quartiers prioritaires de la ville, parce que changer le monde, c'est changer le monde avec tous les lycéens, et donc il y a une vraie volonté de mener des programmes dans ces quartiers prioritaires de la ville. L'objectif, c'est déjà de les sensibiliser à ces sujets, même s'ils le sont déjà, et Sarah en est un exemple. C'est déjà de sensibiliser. De manière très concrète, on accompagne à peu près 2500 jeunes par an, en les sensibilisant notamment sur des questions environnementales, à travers des partenariats qu'on a avec la Fresque du Climat, par exemple, ou Enactus pour apprendre ce qu'est l'entrepreneuriat social quand on est lycéen. Mais je dirais que le degré de connaissance, il est quand même assez important sur ces sujets, il y a une vraie sensibilité, mais on est dans la recherche de solutions. Quelles solutions on propose? Et c'est là où des structures telles que les nôtres peuvent aussi montrer à des jeunes la pluralité des métiers qu'on peut exercer, tout en étant engagés sur ces questions sociales et environnementales. C'est indissociable. Carrément, ouais, c'est indissociable. Léo, vous êtes diplômé de Polytechnique, actuellement étudiant à l'école d'économie de Paris. Est-ce que vous, même question que pour Sarah, quelle est la place de l'écologie dans le programme de ces deux cursus? Je voudrais tout d'abord m'associer aux propos de Sarah, parce que j'ai aussi une petite sœur éco-déléguée en seconde. Et effectivement, on peut voir cette frustration liée au fait que les moyens ne sont pas mis pour vraiment intégrer l'écologie dans les formations au lycée, même si on peut se féliciter quand même de ce rôle d'éco-délégué qui marque un pas en avant. Pour ma part, ma formation en écologie universitaire, elle n'a pas évolué depuis le lycée jusqu'à à peu près cette année. C'est-à-dire que jusqu'à mon master, je n'ai pas fait des choix particulièrement orientés vers l'écologie et à aucun moment on ne m'a imposé la compréhension de ce qui se passe dans le monde en ce moment, la compréhension d'à quel point les activités humaines sont délétères pour le climat, etc. Et donc que ce soit dans ma maths sup, maths spé, où j'ai intégré des outils mathématiques et physiques à un niveau de complexité assez élevé, ou que ce soit après en école, à aucun moment on a fait un quelconque lien, ne serait-ce qu'avec le fonctionnement du climat, ne serait-ce qu'avec le fonctionnement de l'atmosphère, et encore moins sur les implications sociales que tout cela avait. Alors oui, de temps à autre, on a des petits outils, des rentrées climat, des fresques, mais qui, à mes yeux, sont marginaux. Et c'est pour ça qu'avec le collectif, on essaie de pousser pour que les formations soient obligatoires en tronc commun systématiquement dans l'enseignement supérieur, avec un module qui soit créé à chaque fois, quelle que soit la formation,
mais aussi que ce soit intégré de manière transverse à chacun des cours, c'est-à-dire que quand je vais étudier les matériaux, on va faire un point du cours sur l'implication du béton dans le réchauffement de l'atmosphère. Quand je vais étudier la physique, de la même manière, on va faire des liens avec ce qui se passe dans le climat. Et quand je vais étudier aussi la sociologie, la médecine, etc., on peut facilement faire des liens avec des notions de diversité, de biodiversité, etc. Et c'est ce qu'on essaie de pousser avec le collectif pour que ce soit intégré de manière structurante et transversale dans nos formations, parce qu'il y a vraiment un enjeu à faire en sorte que les gens soient formés, même si ce n'est pas suffisant, bien sûr. C'est très intéressant ce que vous dites, on va en parler tout à l'heure avec vous, notamment Bertrand. Dites-moi si je me trompe, Léo, dans le tronc commun de Polytechnique, aucun cours sur l'écologie? Non, à aucun moment. Voilà, ça peut paraître assez incroyable, mais est-ce que quand les établissements d'enseignement supérieur ne prennent pas la mesure des enjeux, je voulais vous demander que peuvent véritablement les étudiants de l'intérieur, j'allais dire seuls dans leur coin, est-ce que vraiment ils peuvent être porteurs de projets écologiques d'ampleur, je veux dire? Oui, je pense qu'il faut se poser la question du pourquoi est-ce que nos établissements ne se saisissent pas eux-mêmes de la question écologique. Et il y a plusieurs leviers d'inaction. Un premier qui est le levier politique, pas de volonté politique particulière d'aller parler de l'écologie dans les formations. Ensuite, quand on arrive à faire cette volonté politique en partageant avec la direction à travers les comités d'administration, etc., quand on a cette volonté politique, on se heurte à deux autres problèmes. Un premier problème il y a des réalités financières et les moyens par les établissements ne sont souvent pas mis, que ce soit les moyens humains ou les moyens financiers pour faire des vrais changements structurels, quand bien même la volonté soit présente. Et alors s'il y a ces deux facteurs qui sont réunis, on se heurte à un troisième problème qui est que nos dirigeants d'établissement, nos enseignants sont bien souvent pas formés, eux non plus, à la question de la transition écologique. Voilà. Donc on peut faire changer les choses de l'intérieur en s'informant quand on intègre une école, une université sur ce qu'ils font, et c'est un travail qui a été mené par le collectif pour un éveil écologique d'essayer de voir quels sont les établissements qui offrent un nouveau paradigme d'enseignement au regard des transitions. Et on peut s'informer de l'intérieur une fois qu'on y est, en faisant pression sur l'établissement, donc au-delà de cette pression de recrutement auquel ils sont sujets. Après, il y a un vrai problème, c'est que ce que regardent les établissements et les élèves en ce moment sont des indicateurs basés sur des performances de classements internationaux qui ne prennent absolument pas en compte toutes ces questions écologiques. Et donc là, il y a un vrai travail à faire et je pense qu'on aura peut-être des éclairages là-dessus plus tard. Clémence, je me tourne vers vous. Si je me trompe pas, le Shift a publié un rapport en 2019 sur la place de l'écologie dans les programmes des cursus de l'enseignement supérieur. Est-ce que ça vous étonne ce que vous avez entendu? Est-ce que c'est en accord avec le rapport? C'est très en accord avec le rapport. Après, c'était il y a longtemps maintenant, puisqu'il s'est quand même passé beaucoup de choses très vite. Donc moi, j'aime bien me dire que les chiffres qu'on avait sortis à l'époque sont devenus obsolètes, puisque ce qu'on montrait à l'époque, c'était que seulement 11% des formations qu'on a regardées, donc école d'ingénieur, de commerce, université, Sciences Po et tout un tas d'autres formations, seulement 11% de ces formations abordaient les enjeux liés aux limites physiques de la planète en tronc commun. Donc il y avait des options parfois, des filières spécialisées parfois, mais donc finalement assez peu de choses qui soient, comme ce que disait Léo, que si j'ai pas pris l'option, du coup, effectivement, on m'en parle pas du tout de manière obligatoire. Donc ça, c'est quelque chose qui rejoint un peu le constat qui est posé par Léo et qui malheureusement est encore persistant, même si c'est quand même dans une moindre mesure aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même des initiatives qui commencent à émerger. Du coup, je prolonge ta question, Martin, mais effectivement, j'aime à me rappeler que la situation n'est quand même plus la même qu'en 2019, puisque c'était en mars 2019. Mais effectivement, en fait, nous, au Shift, ce qu'on promeut, c'est la transformation de l'économie pour répondre aux enjeux physiques
énergétiques et climatiques notamment, mais on peut aussi inclure les enjeux liés aux ressources et à la biodiversité là-dedans, qui impliquent qu'on transforme simplement toute notre société, tout notre système économique pour à la fois avoir un moindre impact sur ces enjeux liés aux ressources, mais aussi être plus résilient face aux crises qui ne vont pas manquer de nous tomber dessus, comme on a pu avoir quelques exemples récents et violents. Et donc il y a vraiment un double enjeu qui est assez fort, et ça implique vraiment de transformer tout notre modèle, qui aujourd'hui dépend quasiment intégralement des énergies fossiles notamment. Donc c'est quelque chose d'absolument massif. Et ça fait des années qu'on dit oui, il faut tout transformer, il faut tout transformer. Et nous, on a commencé à travailler sur l'enseignement supérieur au Shift parce qu'on s'est dit d'accord, on veut tout transformer, mais est-ce que simplement les gens comprennent de quoi on parle? Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même très loin du compte en termes de formation. Et donc c'est ce qui nous a permis après de vouloir approfondir la question sur pourquoi est-ce qu'on en est là et comment est-ce qu'on peut effectivement faire changer les choses. Il y a tous les blocages que Léo a mentionnés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de s'approprier ces questions et comprendre quel rôle on a à jouer en tant qu'organisation pour intégrer ces enjeux-là dans son fonctionnement et dans aussi simplement tout ce qu'on produit. Et quand on est un établissement d'enseignement supérieur, on produit de l'intelligence via la formation, via la recherche aussi, quand on fait de la recherche aussi. Et donc, il y a une énorme valeur ajoutée à la manière dont on enseigne, dont on aborde ces enjeux-là. Et donc c'est un travail qu'on a fait d'ailleurs avec le groupe INSA sur les formations d'ingénieurs, avec d'autres écoles, notamment Audencia sur les formations d'écoles de commerce, pour essayer de voir dans ces filières particulièrement comment est-ce qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on peut vraiment changer ces formations pour qu'elles intègrent les enjeux de transition. Et ce qu'on montre, c'est que c'est vraiment pas facile. Donc c'est normal de se plaindre et il faut absolument le faire de manière très répétée et très virulente, mais se rappeler quand même qu'effectivement ce qu'on demande là, c'est un changement de paradigme absolument massif, puisque je pense que c'est le plus gros défi auquel l'enseignement supérieur, je pense que l'éducation nationale, c'est le cas aussi, a pu être confronté en termes de transformation à mener systémique. Et donc c'est quelque chose qui évidemment est très difficile à faire et donc nécessite beaucoup de moyens. À différents niveaux. Et si je peux me permettre de réagir aussi par rapport aux différentes prises de parole qui ont eu lieu jusque-là, et je pense qu'il y a une des premières grosses barrières qui a un petit peu été évoquée par Léo, c'est la confusion sur le sujet. La sensibilisation, c'est pas l'enjeu. C'est plus l'enjeu, dans le sens où aujourd'hui, quand on sonde les Français, tout le monde va dire oui, l'écologie c'est important. Là, c'est qu'on a atteint une phase de sensibilisation assez importante, c'est que les Français, et ailleurs d'ailleurs, mais on a surtout des chiffres en France, on a conscience qu'on a quand même un enjeu un peu vital de s'occuper à certains éléments physiques et à notre mode de fonctionnement en tant que société. Là où ça pêche, c'est comprendre vraiment ces problèmes et comprendre comment on peut agir face à ces problèmes. Et là, on parle de formation. Ce n'est donc pas du tout la même chose que la sensibilisation. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme et qu'il est absolument urgent de comprendre. C'est très bien de faire de la sensibilisation, mais évidemment, il faut continuer à le faire. Mais il faut vraiment savoir que c'est juste une première étape et qu'il est impératif de ne pas s'arrêter là. Parce qu'en plus, si on s'arrête là, déjà, on n'a pas fait tout le travail, mais en plus, on risque d'avoir des gens frustrés à la fin, parce qu'ils sont sensibilisés, mais ils ont le sentiment que c'est pas assez. Et donc, ils ont envie de plus, et si on leur donne pas plus, c'est doublement problématique. Et donc, c'est là qu'on a vraiment besoin de communiquer sur cette différence de compréhension de l'enjeu. Et je pense que c'est aussi ce que disait Sarah, c'est comprendre versus penser que quelque chose est important. Et c'est la différence entre sensibiliser, ça permet, c'est ce qu'on peut faire de manière superficielle dans les médias, des publicités, du nudge, des choses comme ça. Ça permet de mener à des éco-gestes, par exemple. C'est bien les éco-gestes. Mais quand on regarde en termes d'ordre de grandeur l'impact des éco-gestes, c'est pas ça qu'il faut faire. Et savoir ce qu'il faut faire et donc passer à l'étape supérieure, ça implique de comprendre vraiment le problème et du coup comprendre où est-ce qu'on va avoir de l'impact si on agit. Ça sert à rien de se prendre la tête à mettre beaucoup d'efforts et vraiment se faire violence pour faire des petites actions tous les jours qui ont un impact marginal quand en fait le plus gros impact, vous l'avez pas du tout dans le radar. Donc il y a vraiment un enjeu de poser le constat et d'avoir une compréhension collective du constat, de quel est le problème. Donc ça nécessite une concertation aussi globale. C'est quelque chose qu'on a essayé de mener dans les établissements avec lesquels on a travaillé au Shift, mais qu'on invite à mener. On va rentrer dans le détail avec les formations. Voilà, mais du coup, pour conclure, en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir ce genre de discussion collectivement pour pouvoir réfléchir à quelles sont effectivement les questions à poser et auxquelles se former tous ensemble. Pardon. Allez, non mais c'est bien, c'est intéressant. Alexandre, vous êtes DG de Cage.
école de commerce. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, pour reprendre ce qu'on disait avant, la place de l'écologie dans les programmes avant le projet que vous êtes en train de mener dans votre établissement? Bon, c'est difficile d'en parler avant, après, puisqu'on est en plein dedans. Et si je peux peut-être... je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et par Léo et par Clémence. C'est-à-dire que je pense que pendant de nombreuses années, les écoles ou les établissements d'enseignement supérieur, les écoles de management en particulier, n'ont pas abordé ces sujets-là. Et on a plutôt formé les jeunes étudiants à encourager la consommation, faire du business, que de le faire de façon responsable. Donc c'est un vrai sujet qui touche, enfin qui concerne les établissements d'enseignement supérieur, les écoles de management en particulier depuis quelques années. Le shift est là en appui de certaines d'entre elles, en particulier évidemment. Et la prise de conscience ou le réveil pour les écoles n'est pas que récent. Il est là depuis quelques années, mais je dirais qu'il commence à porter des fruits. Donc moi je suis assez encouragé par l'idée que oui, on ne forme pas suffisamment nos jeunes à l'écologie, mais on commence à le faire et de façon extrêmement sérieuse et rigoureuse. Donc ce qu'on fait en particulier, pour prendre l'exemple de Kedge, on a travaillé sur un plan qui s'appuie sur 3 piliers principaux. Le premier, qu'on a appelé Care for People, parce qu'on ne dissocie pas la durabilité et l'inclusivité. On pense que ces 2 sujets sont absolument fondamentaux et intrinsèquement proches l'un de l'autre. Est-ce que vous pouvez expliquer ces 2 termes? Alors, inclusivité, c'est vraiment pour nous l'engagement pour une société plus inclusive, plus accueillante, permettre par exemple au potentiel de chacun et de chacune de se révéler dans une école de management qu'on appelle business school, qui peut paraître un gros mot, parce que dans une business school, on apprend à faire du business, mais on ne fait pas forcément du business nous-mêmes. Donc, par exemple, Kedge, c'est une association loi 1901 à but non lucratif, qui n'a aucune vocation à gagner de l'argent sur les programmes qu'elle vend. Donc cette idée d'inclusivité, c'est en particulier pour nous l'accueil des uns et des autres dans nos programmes. On a aujourd'hui 25% de nos étudiants qui bénéficient d'aides financières, que ce soit des bourses, que ce soit l'appui de notre fondation, que ce soit parce qu'on les encourage, par exemple, à travailler pour Kedge et pour la communauté en particulier, mais tout ça est rémunéré. Le deuxième pilier touche vraiment ces sujets de durabilité, puisqu'on l'a appelé Act for the Planet, et donc c'est notre engagement à agir pour préserver le climat et la biodiversité, avec le premier sous-engagement, je dirais, qui est d'être exemplaire nous-mêmes. Et c'est ce que vous disiez en particulier, Clément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre aux jeunes à devenir demain des managers responsables si on ne le démontre pas nous-mêmes dans nos actes quotidiens et dans notre façon d'enseigner, dans notre façon de produire de la recherche. C'est pas simple, mais ça fait partie des engagements que l'on veut prendre. Donc on mesure notre bilan carbone, on essaye de le faire baisser dans la mesure du possible, et on prend des engagements. Et je crois que c'est important, c'est aussi de s'engager. Et le troisième pilier, qui nous ramène plus à notre rôle d'école et donc d'établissement d'enseignement, qu'on a appelé Innovate for Tomorrow, et c'est cette idée de réinventer nos métiers, nos métiers d'enseignement et de recherche, pour accélérer la transition. Et donc on travaille en particulier sur nos sujets de recherche. On a un de nos chercheurs qui est dans la salle ici. On a aujourd'hui un centre de recherche dédié au sujet de durabilité, avec une trentaine de professeurs-chercheurs. Mais au-delà de ce centre, tous nos centres, on a 9 centres de recherche sur différents sujets, abordent leur recherche et travaillent sur les sujets et les projets avec un angle et un axe durabilité. 35 à 40% de notre production de recherche aujourd'hui aborde les sujets de durabilité. Donc on peut travailler sur la supply chain, par exemple, mais on n'ignore pas la supply chain durable. On peut travailler sur la finance, mais la façon dont on regarde la finance et les sujets de recherche sur la finance aujourd'hui, c'est essentiellement à Kedge des sujets de finance verte et de finance durable. On a 6 chaires aujourd'hui sur les 20 projets de recherche que l'on a, 20 projets et chaires de recherche que l'on a, qui sont sur des sujets de durabilité. Ensuite, il y a les cours et l'enseignement. Et évidemment, et là je rejoins ce que disait Clémentine, ou Léo, je ne sais plus lequel, c'est est-ce qu'on fait finalement en sorte que tous nos cours abordent les sujets de durabilité et d'écologie, ou est-ce qu'on se spécialise? Et nous, on croit fondamentalement qu'il faut faire les deux. Donc il faut un socle, et il faut un socle riche. Aujourd'hui, par exemple, sur notre programme Grande École, on a 150 heures sur un peu plus de 1100 heures, donc
une quinzaine de pourcents de nos cours qui sont dédiés à la durabilité. Encore une fois, on aborde la supply chain, la logistique. C'est des cours dédiés. C'est des cours dédiés. D'accord. Ce qui n'est pas assez en soi. Donc notre objectif, c'est de monter plutôt entre 200 et 250 heures. Et ensuite, on a des cours d'expertise. Et donc oui, il y a un master de finance, d'audit finance à Kedge, et puis on a un master en finance verte. On a un master qu'on a ouvert cette année sur la transformation des business, la transformation des activités pour la durabilité. Et je crois que c'est finalement le fait d'allier un socle commun et des expertises qui font la richesse de notre offre. Et je reviens juste sur un dernier mot qui est ce que vous disiez, Clément. Je crois qu'on a passé l'étape du savoir. On a passé l'étape de je sais, j'explique. On a passé l'étape de la fresque climat. La fresque climat, elle est importante. On l'a fait passer à nos 4500 nouveaux étudiants tous les ans depuis 3 ans. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est en 2 mots? Alors je vais l'appeler un jeu, mais ce n'est pas vraiment un jeu. Disons que c'est une façon ludique de comprendre les impacts des activités humaines sur notre climat, sur la planète. Un serious game. Donc c'est un jeu, mais un jeu sérieux, on va l'appeler comme ça. On a passé cette étape-là, et je pense que nos jeunes n'attendent plus d'ailleurs de savoir, parce qu'ils savent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur apprenne à devenir des acteurs, et qu'on leur apprenne à devenir des managers responsables, et qu'on leur apprenne, avant d'être directeur de l'école, moi j'ai travaillé très longtemps dans le business, et j'aurais aimé avoir en face de moi, en tant que patron, celui qui aurait contredit mes décisions, qui étaient essentiellement dirigées par, et il faut dire les choses comme elles sont, des idées de profitabilité, de satisfaction de nos clients, voire de satisfaction de nos collaborateurs pour les entreprises qui aujourd'hui font attention à leurs collaborateurs. Mais en rien par des critères de protection de la planète et d'écologie. Et j'aurais aimé avoir, en tout cas c'est ce que l'on souhaite, former nos jeunes, pour qu'ils soient des contradicteurs, qu'ils soient ceux qui disent aux directeurs financiers, ça a beau rapporter beaucoup, ça a beau avoir beaucoup d'impact sur mon PNL à la fin de l'année, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et c'est ce que l'on souhaite en tout cas faire pour nos jeunes. Est-ce qu'on y est? Non, on n'y est pas. Soyons réalistes. La réalité est que tous nos programmes aujourd'hui ne forment pas à cela. En tout cas, c'est plus qu'une volonté aujourd'hui. On est dans cette phase de reconstruction de nos programmes, je le disais tout à l'heure, de transformation, de réinventation, réinvention, oh là, réinventation, compliqué ça, de réinvention de nos métiers en tant qu'établissement d'enseignement et de réinvention du métier de professeur. Donc oui, il y a aussi ce sujet de la formation des professeurs. On va en parler après. Merci Alexandre. Bertrand, je me tourne vers vous. Vous êtes président du groupe INSA, directeur de l'INSA Toulouse. Vous menez vous aussi un projet d'envergure qui consiste à intégrer l'écologie dans toutes les formations des INSA. On a parlé tout à l'heure de cours dédiés. Comment ça se manifeste chez vous? Est-ce que ça sera des cours en plus ou au contraire des enjeux en plus dans les cours existants? Je vais répondre à la question, mais je vais d'abord donner un peu quelques éléments de contexte. Un contexte, ouais. Déjà, l'ampleur du travail est telle que je pense que ça impose à la fois abnégation et humilité sur le sujet. Il faut à la fois de la profondeur et en même temps aller très vite. Donc c'est pas simple. Vous rappelez aussi que le groupe INSA, c'est à peu près 4000 diplômés par an au niveau Ingé, 22 000 étudiants, c'est en gros 15% finalement des ingénieurs en activité aujourd'hui à travers le monde, enfin, formés en France. Donc ça veut dire qu'on a une véritable responsabilité sociétale sur le sujet. Et là, on a un levier. Et aujourd'hui, moi, je suis ravi d'être à la tribune, en particulier avec Clémence, en lien avec tout le travail qui a été fait avec le Shift. Vous rappelez aussi que le modèle INSA, c'est quoi? C'est d'abord un modèle où on forme avec une ouverture sur la diversité des apprenants. Hein. C'était le modèle originel de Gaston Berger, qui pensait aussi, qui avait comme vision pour l'ingénieur, il le qualifiait de philosophe en action. Et ça a vraiment été sa ligne directrice, et c'est comme ça que les INSA ont été créés dans les années 50. Ça se traduit par des écoles post-bac pour un meilleur accès à la diversité. Ça se traduit aussi par 20-25% de la formation dédiée aux sciences humaines et sociales, de l'année 1 à l'année 5, ce qui n'existe nulle part ailleurs.
Et pour aller plus loin, donc la pensée de Gaston Berger, et qui nous a toujours animés en termes de trajectoire, c'était de qualifier l'ingénieur de celui qui pense, ou le cadre scientifique, si vous voulez, qui pense et agit pour la société. Il parlait aussi d'ingénieur humaniste. Alors ça nous a énormément, ça continue de nous interroger énormément de qu'est-ce que c'est aujourd'hui un ingénieur humaniste au XXIe siècle. Et pour tenter d'avoir notre contribution finalement aux évolutions du profil de l'ingénieur, à peu près en 2018-2019, juste avant la collaboration avec le Shift, on avait démarré un gros travail de prospective finalement pour nous projeter dans un futur davantage choisi que subi, et puis finalement revoir complètement les fondamentaux. Puis après, bien sûr, ce qu'a dit Léo, le rapport du Shift avec ces fameux 11% de formation dans le supérieur et uniquement 11% qui est adressé de façon systématique un petit module dans le domaine de l'écologie. Forcément, ça nous a beaucoup interrogé. Au niveau du groupe INSA, globalement, nous avions à peu près dans tous les INSA un module de formation déjà dédié à la transition socio-écologique, mais un module. Et puis encore une fois, c'était apporter une première brique de compétences. Mais un module, c'est combien d'heures? C'était une trentaine d'heures à l'époque. Je dis à l'époque, hein, c'était en 2019. Largement insuffisant. Et en fait, la décision qu'a pris le groupe INSA, je pense que c'était une décision courageuse, parce que derrière, il y a aussi un engagement, il faut le dire, hein, derrière, c'est politique. Ça a été de s'associer avec le Shift. Et la démarche que nous avons prise, et ça a été 2 ans de travaux, et je pense que Clémence aussi s'est frottée au monde universitaire, à la façon dont des fois ça peut avancer doucement, mais quand ça avance avec beaucoup de sérieux, et ça débouche sur des choses qui sont vraiment extrêmement solides. Et le défi, ça a été de mettre en place un nouveau référentiel de compétences pour l'ensemble des ingénieurs, pour adresser à la fois les compétences transverses et les compétences de spécialité. Fait à l'échelle du groupe INSA, c'est 80 spécialités différentes d'ingénieurs. Et l'objectif de ce référentiel, c'est vraiment de le construire avec nos experts universitaires que nous avions déjà, le construire bien évidemment avec les experts du Shift, et de travailler en mode innovation ouverte, c'est-à-dire que ce référentiel de compétences, il est offert à toute la communauté, et aujourd'hui il fait référence au niveau de la commission des titres d'ingénieur. C'est-à-dire que vous avez repensé en fait toute la formation des ingénieurs en 3 ans ou en 5 ans? C'est en 5 ans, bien évidemment c'est en 5 ans. C'est en 5 ans. Il faut du temps long, et ça on a vraiment une chance d'avoir une formation sur 5 ans. Alors, une fois qu'on a ce référentiel de compétences qui est à disposition de l'ensemble des écoles d'ingénieurs, après derrière il faut le traduire. Il faut le traduire avec les équipes pédagogiques en formation. Et l'enjeu aussi, vous le savez très très bien, c'est qu'il ne s'agit pas de faire des formations en plus, il s'agit en fait de changer complètement et globalement les choses. Et là où c'était extrêmement intéressant pour nous, c'est que finalement ça nous a réinterrogé sur le profil de l'ingénieur, et très clairement avoir l'ensemble de nos ingénieurs formés donc à la transition socio-écologique. Ça veut dire non seulement leur donner des compétences, dites des compétences de base par rapport au domaine, alors on peut les citer, la finitude des ressources, savoir lire le rapport du GIEC, ça veut dire aussi avoir des notions sur les différentes sur les énergies, sur les différentes ressources possibles. Mais au-delà de ça, ce qui est absolument fondamental, c'est faire prendre conscience à la fois au corps enseignant et aussi à nos diplômés et à nos élèves ingénieurs que aujourd'hui, dans les métiers d'aujourd'hui et de demain, la complexité, elle n'est plus que disciplinaire comme elle l'était il y a quelques années. Voilà. Donc la complexité, forcément, fait appel à une capacité à adresser les enjeux sociétaux avec un tas d'injonctions contradictoires. Et ce qu'on veut, nous, c'est un cadre scientifique qui soit capable d'intégrer effectivement ces complexités qui le dépassent largement de ces disciplines. Est-ce que Bertrand, excusez-moi de vous couper, vous pouvez nous donner concrètement c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque module intègre une dimension, un enjeu socio-écologique. Comment ça se manifeste? Très concrètement, et ça c'est en cours de déploiement. Alors c'est un big bang dans les maquettes, faut le dire, et ça on le fait avec les industriels pour les prévenir en leur disant attention, le profil qu'on va vous sortir là, ça va vous faire bizarre, quoi. Voilà. En même temps, on a une responsabilité d'insertion professionnelle, donc c'est un pari risqué, mais je pense qu'il faut qu'on assume ce pari risqué, il faut qu'on soit moteur des transformations. Alors pour répondre à votre question, bien évidemment, ce sont d'abord des cours dédiés, et ne nous trompons pas, ne faisons pas une course au volume horaire sur les cours dédiés. C'est pas parce que j'ai 300 heures que forcément je suis champion du monde par rapport à une école qui fait 200 heures. Le sujet, il n'est pas là.
Le sujet, c'est de permettre à nos élèves ingénieurs d'intégrer une vision systémique, de pouvoir finalement sur une problématique d'avoir un regard à 360 et en plus de ça d'y apporter l'expertise de sa propre discipline. Donc il y a un enjeu sur les cours dédiés, et je dirais plus important encore, il y a un enjeu sur les cours non dédiés. Et pour nous, là où on va faire levier, là où ce qu'on met en place, c'est bien évidemment, au-delà d'une formation disciplinaire, de les mettre en contexte qui va finalement les préparer à cette complexité. Et pour nous, c'est les mettre en temps d'apprentissage interdisciplinaire, avec, là, comme en plus on a la chance d'avoir quand même pas mal de formations dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines, ça nous permet au final de les mettre en contact de challenge. Sur la base de challenge, ça fait de la formation. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement, on prépare nos élèves ingénieurs à conscientiser le mieux possible. On ne leur dit pas ce qui est bien, on ne leur dit pas ce qui est mal. On leur donne le plus possible d'épaisseur culturelle, de capacité à appréhender la complexité. Et je pense que les cours non dédiés ont un rôle majeur. Léo, tu parlais de différents exemples de cours non dédiés. On fait un cours de magnétisme, c'est absolument essentiel, notamment dans le domaine des éoliennes. Attention, là-dedans, il y a des terres rares. Les terres rares, c'est une catastrophe pour l'écologie. Donc, et c'est pour ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour être le plus économe sur ces terres rares. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que nos propres étudiants, en tout cas la façon dont on les embarque, et grâce au travail qu'on a fait avec le Shift, et grâce à la prise de conscience aussi sur nos propres transformations, nos étudiants sont encore pleinement convaincus que par les sciences et les technologies, nous apporterons des bouts de solutions, mais à condition que ça s'intègre dans un modèle global de sobriété. Voilà. Et ça, le problème, c'est que d'un point de vue politique, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend aujourd'hui au plus haut niveau. Et nous, ce que nous faisons au quotidien, c'est nous sommes l'interface. Nous sommes l'interface entre finalement cette génération, nos universitaires, collègues qui sont absolument convaincus, et le monde de l'entreprise qui fait des efforts, mais pour le moment, il y a zéro visibilité. Voilà. Et c'est pas lisible ce qui se met en place. On pourra parler de différents secteurs industriels, hein, on pourra traiter ça ensemble. Et je pense que nous, en responsabilité au niveau de nos écoles d'ingé, il faut vraiment qu'on éclaire le plus possible nos entreprises partenaires du monde qui change et cette jeunesse qui change, mais encore beaucoup plus rapidement que ce qu'on imagine. Merci Bertrand. Alexandre, vous évoquiez tout à l'heure la formation des profs. À l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un enjeu, ça aussi? Évidemment que c'est un enjeu compliqué de former des jeunes et de leur demander de devenir des acteurs demain si on n'est pas capable de le faire. Donc il faut bien que nos profs soient formés à ces enjeux-là. La formation des professeurs, de nos 200 professeurs-chercheurs, mais pas que eux, de tous ceux qui interviennent. Il y a 1 millier d'intervenants aujourd'hui dans nos cours à Kedge. Au sujet, par exemple, des limites planétaires, c'est un vrai enjeu. Et je dois le dire comme je le constate. On n'a pas 200 de nos professeurs-chercheurs aujourd'hui qui sont formés à ces sujets des limites planétaires. Et donc c'est la première étape avant de vraiment pouvoir concrétiser ce que l'on souhaite faire en matière d'enseignement. Concrètement, ils sont formés comment? Ils sont formés d'abord par leurs pairs, parce que même si 200 ne sont pas conscients ou ne comprennent pas ce que sont les limites planétaires, on a au moins une quarantaine de nos profs qui sont dans un centre de recherche sur les enjeux d'écologie et d'inclusion, qui y sont formés, qui connaissent ces sujets-là, plus tous ceux qui, à travers leur recherche sur d'autres sujets, ont été formés aussi. Donc, des professeurs dans une école, d'abord, ils travaillent beaucoup entre eux, ils travaillent beaucoup les uns avec les autres, ils travaillent en équipe, et puis ils collaborent beaucoup aussi avec des professeurs d'autres établissements en France et partout dans le monde. Et je crois que cet effet de collaboration permet d'enrichir finalement le savoir académique d'une école comme Kedge et d'autres écoles, pour ensuite être en mesure de pouvoir le passer, parce que c'est vraiment ce que l'on souhaite. Mais au-delà du savoir, il y a aussi ce que l'on souhaite avant tout pour nos jeunes, c'est pas tellement qu'ils sachent, c'est qu'ils aient la compétence d'eux. Et donc, il y a aussi un sujet de formation à la pédagogie écologique, on va l'appeler comme ça, et transformer nos façons
d'enseigner, transformer nos façons de faire de la pédagogie, fait partie aussi des priorités de formation de nos profs. On ne fait plus aujourd'hui des cours comme on les faisait il y a 10 ans, qui plus est quand on aborde des sujets qui concernent la planète et qui concernent l'engagement de chacun en tant qu'étudiant et demain futur manager pour la planète. Donc il y a le savoir académique, et puis il y a cette façon de passer le savoir et de passer la compétence auprès de nos étudiants qui font partie des enjeux de la formation de nos profs, absolument. Clémence, le Shift a participé au projet mis en place notamment dans les INSA. Si je ne me trompe pas, vous avez rédigé un rapport qui vise à guider les écoles qui voudraient accorder plus de place à l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos recommandations en termes de programme ? Alors effectivement, dans le rapport qu'on a fait, donc former l'ingénieur du 21e siècle avec le groupe INSA, là on vient d'en sortir un nouveau sur les formations en gestion, donc plutôt business. Et là, bientôt on en sortira un sur les formations en finance aussi plus spécifiquement. Dans ces différents travaux, on fait des recommandations qui s'adressent aux différentes parties prenantes de l'enseignement supérieur. Ils sont en ligne sur le site du Shift, on peut le trouver. Ouais. Tous en ligne, sauf le dernier sur la finance qui paraîtra le 15 décembre. Mais tout est disponible en ligne. Et donc on a notamment des recommandations sur le fond, sur, selon nous au Shift, mais qui est le fruit d'un travail de collaboration avec beaucoup d'experts et énormément d'enseignants des établissements concernés par ces formations. On a réfléchi ensemble à quelles sont les connaissances et les compétences dont on pense qu'ils devraient être acquis par les étudiants de ces formations-là, donc en tronc commun, et aussi en déclinaison par filière. Donc il y a vraiment des choses très très pratiques à intégrer aux formations, qu'on a mis même sous la forme d'un tableur Excel qui est téléchargeable, qu'on peut modifier. On appelle tous les établissements et enseignants à le télécharger, le modifier autant qu'ils veulent, mais en tout cas avoir peut-être une première base qui peut les aiguiller un peu et impulser la dynamique. Et donc on a aussi donné des exemples très pratiques de comment est-ce qu'on peut intégrer ces éléments-là dans les cours d'une formation typique, un petit peu une formation type en gestion par exemple, dans le cas des formations en gestion. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple très concret ? Oui, par exemple, telle connaissance sur la criticité des matériaux, donc c'est quels sont les matériaux dont on pourrait venir à manquer dans les prochaines années, pour quels usages est-ce que ça pourrait poser problème, typiquement ces connaissances-là, dans quel cours est-ce qu'on peut les aborder ? Peut-être s'il y a un cours sur la supply chain, ou donc les chaînes de valeur, là, typiquement ce serait un sujet qu'il faudrait intégrer dans ce cours-là. Donc on a essayé de commencer à réfléchir à quel enseignant devrait être interpellé sur ces sujets, formé à ces sujets-là aussi pour l'intégrer à son cours, quel enseignement pourrait récupérer ces connaissances et ces compétences-là. Voilà, donc pour un petit peu voir comment la question peut s'articuler d'un point de vue pédagogique, ou du point de vue des équipes pédagogiques, enseignants et responsables qui s'occupent d'organiser simplement les formations. Donc il y a des choses qu'on a essayé de rendre aussi opérationnelles que possible. On a des recommandations à destination des directions d'établissements sur comment justement on peut organiser ça, quel est le niveau d'investissement à y mettre. Donc on a essayé de chiffrer aussi ce que ça représentait d'un point de vue budgétaire, ce qui est important pour ne pas se tromper d'ordre de grandeur dans l'effort à mettre en œuvre. Et ça coûte combien alors ? En moyenne, on a eu l'impression que c'était de l'ordre de 3% du budget de fonctionnement d'un établissement pendant 3 ans, pour vraiment engager la transformation juste des formations. Donc là, on ne parle pas des enjeux campus, recherche, donc c'est déjà assez massif. Et donc c'est quelque chose de ce niveau-là qu'il faut avoir en tête et qu'il faut mettre sur la table pour vraiment être sérieux sur la transformation des formations. Et là-dedans, on va avoir la formation des équipes pédagogiques, la formation de la direction aussi, qui est un aspect absolument indispensable, et de l'administration, mais aussi des heures supplémentaires, des responsables qui vont permettre d'organiser en interne les échanges entre enseignants, les responsables pédagogiques, l'ingénierie pédagogique, donc tout un tas de choses là-dedans qu'on a décrites avec autant de précision que ce qu'on a été capable de faire en se fondant sur des exemples, des cas d'études d'établissements qui ont pu mettre en œuvre un certain nombre de ces recommandations. Donc on a essayé de détailler tout ça un maximum. Et après, on a des recommandations qui s'adressent à d'autres acteurs de l'enseignement supérieur, donc en interne, les étudiants, les alumni aussi, mais aussi l'État, simplement, qui a un rôle extrêmement important à jouer pour fixer le cadre académique qui permet de passer à l'échelle dans la transformation des formations, donc agir sur les carrières des enseignants-chercheurs, par exemple, montrer l'exemple aussi en formant les fonctionnaires, ça c'est un aspect assez massif, donc dans la fonction publique, mais on a aussi tout ce qui est les moyens à
mettre à disposition des établissements, en particulier les établissements publics, universitaires, qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et à maintenir leurs activités, notamment aujourd'hui avec l'inflation actuelle. Voilà, s'assurer que ces établissements-là ont aussi les moyens pour simplement mettre en œuvre ces recommandations. Donc on a aussi des recommandations à destination de ceux-là, mais aussi à destination des classements, des accréditations qui ont un rôle majeur à jouer, mais aussi des entreprises qui ont aussi un rôle très important à jouer, notamment en termes de recrutement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui disent nous, on ne bouge pas, mais parce que les employeurs de nos étudiants ne sont pas intéressés par ces compétences. Donc, c'est vraiment urgent que les entreprises fassent un effort de réfléchir à ces aspects recrutement et aussi qu'elles se forment elles-mêmes. Parce que du coup, Alexandre, vous disiez tout à l'heure, j'aurais aimé avoir un collaborateur qui puisse me challenger sur mon business model. Mais en fait, je pense que ce jeune collaborateur, il aurait lui aimé avoir en face de lui un dirigeant qui est prêt à se former aussi, par exemple, en continu sur ces enjeux-là pour s'assurer de pouvoir avoir une collaboration efficace. Donc voilà, il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en œuvre aussi par les partenaires des établissements. Alexandre veut vous répondre. Non, juste dire un mot, parce que c'est vrai que vous parlez des dirigeants et des patrons d'entreprise qui doivent aussi être formés. Il y a la formation continue pour ça. Et on a des programmes de formation continue. Aujourd'hui, ça représente 10% de nos activités. Et on est de la même façon qu'on transforme tous les enseignements de la formation initiale, ou en tout cas qu'on souhaite transformer tous les enseignements de la formation initiale, la formation continue fait aussi partie des enjeux de ce que les écoles doivent adapter. On parlait de réinvention et pas de réinventation des métiers tout à l'heure. La formation continue est un de nos métiers et on réinvente la formation continue aussi pour que ceux qui ont 45, 50, 55 ans aujourd'hui et qui sont les dirigeants d'entreprises, des entreprises en France qui embauchent et qui recrutent nos étudiants, soient évidemment formés à ces enjeux-là. Donc ça fait partie également des priorités des écoles et de Kedge en particulier. Bertrand, je me tourne vers vous. On a tous en tête la tribune des diplômés de Polytechnique et dans d'autres écoles encore. Est-ce que c'est nouveau, ça, que les étudiants cherchent à chambouler leur formation de l'intérieur ou est-ce que ça s'est déjà vu auparavant pour d'autres enjeux? Non, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Maintenant, ce qui est absolument essentiel dans tout ce qu'on est en train de faire et dans tout ce qu'on est en train de se dire, c'est de le co-construire avec les étudiants. Parce que ça aussi, il y a un gros travers qu'on trouve dans l'enseignement supérieur. C'est penser qu'on est capable de penser à la place des étudiants. Voilà. Et ça, c'est forcément, on se trompe. Donc le travail qu'on fait quand on est sur une feuille de route d'évolution globale de nos formations, quand on construit un référentiel de compétences, un nouveau référentiel de compétences, ben, les étudiants, comme avec les enseignants, sont autour de la table pour la co-construction. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Et le fait de les embarquer de cette façon-là, ça leur fait prendre conscience aussi de la difficulté du sujet, des enjeux, prendre conscience que le temps étudiant n'est pas forcément le même que le temps universitaire, que le temps des transitions également dans une société. Donc ça permet vraiment de les embarquer. Et puis pour nous aussi, ça permet de faire vraiment communauté, parce qu'il y a une vraie question derrière. Quand on a des expressions parfois fortes qui bousculent d'une communauté étudiante, on peut vraiment se poser la question, mais de quel pourcentage ça représente dans une communauté? Ça, c'est une vraie question. Moi, franchement, j'ai pas la réponse. Par contre, ce que je sais, c'est que notre responsabilité, c'est que ça fasse toujours cohésion. Et il faut les embarquer tous. Et que peut-être que ceux qui sont les plus militants, passionnés sur le sujet, embarquent aussi ceux qui sont moins alertes. Et puis en même temps qu'il y ait des effets aussi de modération, parce que, encore une fois, il faut accepter la difficulté des sujets et leur complexité. Et nos étudiants, les étudiants en général, sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec eux ces transformations. On a parlé du lycée, on a parlé de l'enseignement supérieur. J'aimerais maintenant qu'on parle du monde du travail. Avec vous, Léo, on va commencer avec vous. Vous êtes membre du collectif Pour un réveil écologique. C'est le collectif, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est né du constat qu'il existe un décalage entre les pratiques académiques et professionnelles d'un côté et l'urgence climatique de l'autre. Quel changement vous constatez, vous, concernant l'insertion pro des étudiants, ou en tout cas l'insertion pro qui s'apprête à prendre?
Est-ce qu'il y a des choix nouveaux ou des entreprises qui sont peu vertueuses, qui ne veulent plus intégrer du tout? Je pense que tout ce qu'on a dit là depuis le début témoigne de quelque chose avec lequel on est tous d'accord. Je pense qu'on a besoin d'un véritable changement de logiciel qui s'opère chez les étudiants. Et ce changement de logiciel, c'est, imaginez, vous voulez passer de Windows à Mac ou de Mac à Windows, je ne veux pas faire de pub pour l'un ou l'autre, ou on peut aussi mentionner Linux si vous voulez. Il y a une véritable philosophie différente qu'il faut intégrer dans nos schémas de pensée. Et il ne s'agit donc pas de juste repeindre la façade en transformant l'innovation en innovation verte, en transformant la finance en finance verte. D'ailleurs, sur le sujet de la finance verte, Alexandre, je me permets d'être cette personne qui ne sera pas d'accord avec vous. Je vous engage à aller lire les textes de Julien Lefournier ou d'Alain Grandjean. Voilà, on pourra en reparler après, je pense que c'est intéressant. Il faut vraiment se poser la question ensemble, pas tant des formations, mais de vers quel monde elles nous mènent. Et donc ça engage à se poser la question de l'utilité de nos métiers. On ne veut pas de ce que David Graeber appelle ces bullshit jobs, on ne veut pas de ces jobs à la con qui n'apportent rien à la société, et on veut éviter au maximum un technosolutionnisme qui ne change pas dans son fondement tout ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là dans l'urgence climatique. Alors pour donner quelques exemples, aujourd'hui on nous forme encore à la blockchain ou à la crypto-monnaie dans les écoles d'ingénieurs, on nous forme à Polytechnique au métaverse pour créer un luxe durable, ou on nous forme encore pour aller essayer d'explorer des nouveaux puits fossiles. Tout ça, les étudiants n'en veulent plus, et les métiers qui vont derrière, on n'en veut plus non plus. Et donc maintenant qu'on a tapé du poing sur la table, on est content de dire qu'on ne veut plus de choses, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on va? Il est important, je pense, de comprendre, et la prise de conscience se fait de plus en plus, que certains secteurs de l'économie vont décroître, que d'autres... Vous dites, Léo, excusez-moi de vous couper, quand vous dites on n'en veut plus, c'est quelle part des étudiants? Est-ce que c'est la majorité ou pas? Alors un récent sondage mené par Harris Interactive a prouvé que plus de 2/3 des étudiants étaient prêts à changer d'orientation si les métiers n'étaient pas en correspondance avec ce qu'ils souhaitaient d'un point de vue écologique et avec ses impacts sociaux. Et donc je pense vraiment, et on mène ce travail avec Pour un rêve écologique, d'aller taper à la porte des entreprises pour faire en sorte qu'elles changent elles aussi leur logiciel, et pour certaines aussi qu'elles se rendent compte que ces activités dans un monde durable ne sont plus possibles, quoi. Bertrand, vous voulez réagir là-dessus? Court, s'il vous plaît. Attendez. Juste partager avec vous que la première motivation aujourd'hui pour décrocher un job, pour choisir un job, c'est le sens. Voilà. Quand on fait des sondages auprès de la conférence des grandes écoles, par exemple, et que la durée moyenne du premier emploi, c'est 18 mois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a de la satisfaction, et il y a une volonté d'aller se challenger sur des choses qui sont davantage en ligne avec les valeurs. Et si je peux juste réagir là-dessus, j'ai eu mon premier job il y a 27 ans, j'ai pas eu l'impression que je ne cherchais pas de sens dans mon premier job non plus. Je pense que la quête de sens, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. À mon avis, tout le monde à un moment, quand il sort de l'école et du lycée et après de l'école, cherche à avoir un premier job, une première activité qui a du sens. Ou alors, j'ai pas trop compris ce que j'ai fait pendant 27 ans. Mais voilà, je pense qu'il y a des prises de position quand même sur cette idée de sens qu'il faut peut-être amener un tout petit peu à la raison. Et je pense que c'est pas parce qu'il y a des jobs aujourd'hui qui méritent d'être changés, d'être transformés en profondeur, qu'ils n'ont pas forcément de sens. Et peut-être justement que cette recherche de sens, c'est dans la transformation des métiers. Vous en parliez tout à l'heure, Léo. Mais premier argument pour trouver un job avoir du sens, ça me paraît une évidence, mais ça l'était il y a 27 ans quand j'ai cherché mon premier job, et tous ceux qui étaient autour de moi cherchaient aussi du sens quand ils ont trouvé leur premier job il y a 27 ans. David, voulez-vous poser une question à vous? Je crois que vous vouliez réagir, mais
Allez-y, je vous poserai ma question après. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de sujets qui sont effectivement complexes. On parle de transformation des modèles économiques, de nos modes de production, de nos modes de consommation. Et en fait, cette transformation nécessite l'implication de toutes les parties prenantes. Personne n'a la solution tout seul, ni les acteurs privés, ni les acteurs publics, ni le système éducatif. C'est vraiment la collaboration de toutes les parties prenantes qui est vraiment nécessaire sur ces sujets. Et le monde de l'entreprise, bien sûr, doit encore se transformer et se transforme aujourd'hui. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir, sur ces sujets-là, s'assurer que les jeunes, aujourd'hui, qui sont encore en études, veuillent bien rejoindre ces entreprises et participer à cette transformation. Moi, Alexandre, je suis le collaborateur que vous auriez aimé d'avoir, puisque moi j'ai eu la possibilité au sein de KPMG de faire partie de ce qu'on appelle un Next Gen Committee, qui réunit une quinzaine de jeunes de l'entreprise. On est 10 000 sur plus de 200 bureaux, et nous on a la possibilité de pouvoir échanger avec nos dirigeants et de les challenger et de proposer effectivement des idées, et non seulement de pouvoir les proposer, mais aussi de pouvoir les mettre en application. Et à titre personnel, moi, le choix que j'ai fait, c'est d'être un insider, c'est-à-dire on a besoin de personnes qui nous challengent de l'extérieur, mais on a aussi besoin de personnes qui rejoignent les entreprises pour participer à la transformation. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que effectivement, la question du sens a beaucoup été abordée, et je pense qu'on est au-delà du sens. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une dynamique de recherche d'utilité de nos métiers, c'est ce que disait Léo, et on peut le faire, on peut le questionner au sein de l'entreprise. Et effectivement, les entreprises ne vont pas toutes à la même vitesse, mais je pense aujourd'hui qu'il y a en tout cas beaucoup de dirigeants qui sont ouverts à l'idée d'être challengés, de faire progresser les modèles. Et quand on est une entreprise comme nous, qu'on a plus de 100 000 clients, qu'on soit sur 200 territoires, qu'on ait des TPE, des PME, des ETI, des grandes entreprises, on a cette position qui nous permet d'être au cœur de l'économie et de participer effectivement à cette transformation en accompagnant tous les acteurs. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas qu'on tombe dans une logique je dirais, d'opposition des secteurs, des acteurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment être dans une logique de co-construction et de collaboration. Et effectivement, l'entreprise a sa part de responsabilité, elle doit la prendre, peut-être plus fort. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui bougent. Et il faut aussi que les jeunes qui sont dans cette salle comprennent qu'on peut avoir, au-delà d'un métier qui a du sens, un métier qui est utile au sein des entreprises. Et c'est aussi comme ça qu'on va transformer nos modèles. Il y a des entreprises qui bougent. Et il y en a qui ne bougent pas. Est-ce qu'une entreprise qui ne change pas par conviction aujourd'hui, est-ce qu'elle sera contrainte de changer, sinon elle n'attirera pas les jeunes diplômés? Je pense que c'est une évidence. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui, par conviction ou pas, ou par incompréhension, n'intègre pas dans sa vision ces sujets liés à notre impact sur notre environnement, sur la biodiversité, sur les humains, je pense que de toute façon, elle ne sera pas choisie ni par les collaborateurs, ni par les clients, ni par les parties prenantes. En fait, je pense que c'est vraiment... On a passé la question du pourquoi il fallait agir, et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la question du comment. Comment on agit, quelles solutions on propose. Ça passe par l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs qui ont des solutions formidables. Effectivement, Léo, c'est pas l'alpha et l'oméga des solutions. On va pas résoudre tous les problèmes par l'entrepreneuriat et la technologie, mais c'est une partie de la réponse. Mais on a aussi des solutions qu'on peut développer en étant dans l'entreprise, c'est-à-dire en accompagnant celles qui veulent bouger, et celles qui bougent déjà, en leur proposant des actions concrètes qui leur permettent de transformer leur modèle. Et moi, j'insiste beaucoup sur cette notion de concret. L'entreprise, c'est aussi avoir un impact concret. C'est-à-dire qu'on a des clients qui veulent bouger, mais qui nous disent comment on fait. Et nous, nos consultants, nos experts comptables, nos auditeurs, nos avocats sont là pour trouver des réponses. Et cette notion de complexité, c'est important de l'avoir en tête. On ne transforme pas les choses du jour au lendemain. On a besoin d'intégrer des solutions, ça prend du temps. Il faut avoir cette humilité-là, et je partage ce qui a été dit. Il faut être très humble face à ces questions. Mais on peut faire des choses en étant dans l'entreprise. Donc celles qui ne veulent pas bouger, je pense qu'à un moment donné, soit elles n'existeront plus, ou en tout cas, elles auront beaucoup de mal à développer leur modèle. Sarah, je vous ai posé ma première question. J'aimerais vous poser la dernière. Vous êtes lycéenne, dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être plus, vous vous voyez dans quel environnement professionnel, vous?
dans un environnement pas forcément écologique, mais toujours dans l'optique de pouvoir changer les choses. Donc moi, je suis plus axée vers les relations internationales pour pouvoir aider les minorités, travailler sur les inégalités. Mais ça passera forcément par l'écologie parce que c'est un sujet d'actualité et qui va continuer à l'être parce que c'est super important. Et donc dans l'idée, oui, le but c'est de pouvoir continuer à parler d'écologie, même dans les milieux qui normalement ne sont pas centrés sur ce thème-là. Et donc pouvoir continuer cette lutte-là le plus longtemps possible et dans mon futur métier aussi, forcément. Bon, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Est-ce que... Voilà, moi j'ai posé toutes les questions que je voulais poser à nos intervenants qui sont vraiment super. Voilà, profitez-en pour poser maintenant les vôtres. Vous pouvez lever la main. Alors je ne sais pas comment on peut faire parvenir un micro. Ah, eh ben, c'est super, parfait. Voilà, on va vous donner la parole. Il marche les micros, cela fonctionne. Oui. N'hésitez pas à poser des questions. Madame, je crois que vous avez été la première à lever la main, on vous écoute. Alors attendez, je me rapproche quand même. Vous m'entendez? Oui. Alors, moi, quand je vous écoute, j'ai quand même l'impression que vous parlez de mondes parallèles. Et je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire que aux États-Unis, en dépit de tout ce qu'on peut critiquer des États-Unis, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est la coagulation entre le monde académique et le monde professionnel. Quand vous écoutez comment l'enseignement est piloté en fait dans les grandes écoles, et c'est pas pour rien que ce sont les meilleures grandes écoles mondiales, prenez ne serait-ce que le cas de Stanford, il y a des entrepreneurs de toutes sortes qui vont à la rencontre des étudiants, qui discutent avec eux, ils discutent de modèles économiques, de modèles sociaux, bref, ils sont en contact. Et c'est vrai que quand j'entends une partie de la nouvelle génération qui sont encore étudiants, alors que moi-même je suis préoccupée par des problématiques de transformation puisque j'interviens dans ce domaine avec une vision humaniste, j'ai souvent l'impression qu'ils sont déconnectés de la réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vos injonctions, elles sont simplistes et que vous êtes à côté du monde réel. Or, pour que ça fonctionne pour que ça fonctionne des deux côtés, je pense qu'il faut qu'il y ait une immersion plus forte, une proximité plus forte entre la complexité du monde, parce que le monde il est complexe, et en même temps l'exigence en fait de faire une transition globale, un reset global, que moi j'appelle de mes voeux par exemple, mais avec un réalisme pragmatique visionnaire. Bertrand, Alexandre, vous voulez répondre à ça? Non, peut-être juste vous répondre que cette coagulation, on la pratique. Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment explicité pendant la petite heure qu'on a passée ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret? Voilà, la semaine dernière, on avait un événement sur Toulouse qui s'appelle Mon Job at Futuroto, et avec les principaux industriels secteurs de la nouvelle mobilité qui se trouvaient sur un campus et confrontés à 3000 étudiants. Et il y avait vraiment cette confrontation. Et finalement, ce secteur industriel, il a un double challenge. Le premier, c'est recruter, alors que tous ces métiers-là, ils sont en grande tension, ils n'arrivent pas à recruter. Et puis en plus, essayer de se faire comprendre sur leurs grandes orientations, comme quoi ils sont en train effectivement de faire un virage. Et on crée du débat sur les campus. Non, je ne parle pas des grandes messes. Je parle de plus petits comités où le dialogue forcément est différent. C'est pas des grandes messes avec un... Non, enfin, bon, venez à Toulouse. Voilà. On est vraiment dans de la proximité. Il y a eu notamment une vidéo qui est très forte, des diplômés de l'INSA Toulouse qui se sont exprimés sur ce besoin de sobriété. Cette vidéo, elle circule partout aujourd'hui dans des secteurs industriels. Et ces gens-là, ils viennent se confronter à nos étudiants et il y a de l'échange. Parce que comme vous le dites, on a besoin, nous aussi, d'être en proximité avec le modèle économique. On a besoin de comprendre les intrants, finalement, aussi pour un dirigeant. Et il y a des dirigeants qui sont extrêmement impliqués dans la transition écologique, mais qui ont aussi leurs propres contraintes et avec des injonctions contradictoires. Et ça, il faut embarquer nos étudiants, parce que sinon, on a deux mondes qui vont plus parler, c'est catastrophique. Voilà. Donc, je vous assure qu'on est là-dessus. Alexandre, vous vouliez réagir aussi? Oui, je ne suis pas trop sûr que les mondes soient si parallèles que ça. Dans les écoles de management, on apprend aussi par le fait de faire et de faire l'expérience de ce qu'on apprend. À Kedge, sur 11 000 étudiants, on en a 2700 qui sont en apprentissage et qui, 3 semaines par mois, sont confrontés à la réalité de l'entreprise puisqu'ils y travaillent. Et en étant apprentis, d'ailleurs, ils sont employés de l'entreprise avant même d'être étudiants. Je vous disais tout à l'heure qu'on a 200 professeurs-chercheurs qui enseignent, évidemment, qui cherchent, mais on a 1000 intervenants tous les ans qui interviennent dans nos cours à Kedge et qui, pour
80% d'entre eux sont des professionnels, et donc ils viennent confronter leur réalité en tant que professionnels avec celle des étudiants qui apprennent et qui sont en train d'apprendre. On a 75 000 diplômés qui, après l'école, travaillent et qui participent à la communauté et qui participent à l'enseignement, dont 3 000 d'entre eux sont d'ailleurs très engagés en coaching, en support, en accompagnement de nos étudiants. Donc les mondes ne sont pas parallèles du tout. Les mondes s'intersectionnent en réalité tous les jours, dans les écoles de management en tout cas. Je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles d'ingénieurs, mais vous venez de l'expliquer, Bertrand. Dans les écoles de management, on ne peut pas apprendre ce que c'est que d'être un leader et un manager demain sans le pratiquer, ou en tout cas sans le comprendre dans la réalité. Clémence, vous voulez vous aussi réagir sur ces mondes parallèles? Oui, très rapidement. En fait, je suis totalement d'accord avec vous dans le sens où je pense qu'il y a un énorme trou dans la raquette quand on parle de transition écologique à mener. C'est simplement ce que ça veut dire en termes de transformation des filières et des entreprises. En menant notre réflexion donc, au Shift, on a publié un plan de transformation de l'économie française où on a essayé de projeter l'évolution des différents secteurs économiques mais aussi de services dans le futur. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'évolution de l'emploi. Il y a des disparitions d'emplois, il y a des destructions d'emplois, il y a des créations d'emplois, et il y a beaucoup de transformations d'emplois. Aujourd'hui, il y a extrêmement peu d'entreprises et ou de filières et ou d'établissements de supérieurs qui font ce travail de réfléchir à horizon 10, 20, 30 ans sur c'est quoi l'avenir de ma filière et des métiers simplement et des emplois qu'on a dans ma filière, comment est-ce qu'ils vont se transformer et comment on anticipe ça. Et ça, c'est quelque chose qui doit être mené de front et en collaboration entre les établissements du supérieur et les entreprises. Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est une grosse piste de collaboration. Il y a peut-être des prémices aujourd'hui, mais il y a vraiment une grosse accélération à faire là-dessus parce qu'il y a énormément d'inquiétudes de la part de la population sur ces questions de transition en termes d'emploi. Donc beaucoup de réponses à apporter et qui pourraient être le fruit de cette collaboration renforcée. On va prendre une autre question, il nous reste un quart d'heure. Monsieur avec l'ordinateur devant, vous me faisiez des petits signes, allez-y. Oui, merci pour la qualité de vos interventions. Moi, je m'appelle Mathieu, donc j'ai cofondé Fertile, qui est une école qui se définit comme une école de la coopération et de l'engagement pour adultes. Il y a notamment un parcours qu'on fait pour les ingénieurs diplômés ou en études. Et pour moi, il y a quand même un mot assez absent là des discussions qui ont été super riches. Hein. C'est juste pour aussi rajouter ce mot, c'est le mot éco-anxiété. Nous, les étudiants ou les ingénieurs, en fait, quand on passe à la notion de sensibilisation, puis après de formation, et quand on vient traiter ces sujets-là, on parle aussi de pédagogie tête, cœur, corps. Et en fait, j'aimerais savoir aujourd'hui comment vous traitez ce sujet de l'éco-anxiété dans vos établissements ou dans vos entreprises. Est-ce que vous vous sentez outillé par rapport à ça ? Parce que moi, avec Fertile, on rencontre aussi des équipes pédagogiques par rapport à ça. On essaie de se mettre au service et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Sur la prise en charge de l'éco-anxiété, c'est ça? Oui, la priorité, c'est ça. Comment vous intégrez ça? Est-ce que c'est une question vivante chez vous et est-ce que vous avez des outils pour ça? Et après, en bonus, mais je ne voudrais pas prendre plus de temps de parole, c'est votre avis sur la pédagogie tête, cœur, corps. En fait, il y a aussi des recherches par rapport à ça et le rôle des émotions là-dedans, dans la formation. Qui veut répondre à ça sur l'éco-anxiété? Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur l'éco-anxiété. Je pense qu'on ne le considère pas suffisamment. On part du principe que si on forme au bon niveau, si on essaie d'éclairer avec une forme de positivisme quand même dans l'expression, que ça va suffire. Mais ce que je voudrais, et c'est pas évident. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'éco-anxiété, on l'a aussi chez les universitaires. Voilà. Ce n'est pas uniquement chez les étudiants, et de plus en plus. Khalid, vous vouliez réagir à ça? Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est une thématique importante et c'est bien d'avoir aussi ce mot qui ressort. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas une solution miracle, mais je pense que l'éco-anxiété, elle peut aussi se traiter par le fait d'être sur des solutions, d'être engagé sur des solutions. Nous, ce qu'on essaye de proposer aux collaborateurs, c'est de leur permettre de vivre leur engagement sur leur lieu de travail, sur leur temps de travail. Donc, être au contact d'entrepreneurs sociaux qui portent des solutions innovantes, avoir le sentiment d'être utile aux autres et effectivement de contribuer aussi à préserver notre planète, c'est en tout cas une des réponses que nous, on peut proposer, c'est-à-dire permettre cela au cœur de l'entreprise, même si je suis d'accord avec vous, il y a sans doute beaucoup de choses qu'on pourrait faire et aller plus loin là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler, effectivement. Je vais juste peut-être dire un mot sans vraiment bien connaître le sujet. Ce que je crois, c'est qu'on peut être anxieux et passif devant son anxiété, et on peut vouloir se prendre en main et vouloir être acteur. Et ce que l'on cherche, c'est avant tout
est-ce que nos étudiants se prennent en main et soient acteurs d'eux-mêmes et soient acteurs de l'environnement et des communautés. Je pense, je ne sais pas, que ça pourrait être une piste, en tout cas, pour lutter contre l'éco-anxiété. Est-ce qu'on trouve des solutions? Pas forcément, mais je crois, je suis plutôt moi d'une nature assez optimiste et positive. Je vois plutôt les opportunités que les problèmes. Donc si ce que l'on constate aujourd'hui et que l'on ressent de plus en plus, c'est une opportunité pour se prendre en main et agir plus efficacement et plus vite, ça peut permettre, à mon sens, de gommer ces sujets d'éco-anxiété. On avait une question, on vous écoute. Oui, merci. Bonjour, Roséane Oyek, je suis étudiante en master de transition écologique et solidaire et je vais rebondir un petit peu là sur ce que vous venez de traiter et notamment sur potentiellement un axe de solution et une question qui en découlera. Moi, j'ai fait partie aussi de l'ESI Business School, qui était une école donc, de business management en développement durable. Et j'ai monté une association étudiante pour l'engagement des étudiants en faveur de la transition et du développement durable. Malheureusement, pendant 3 années, j'ai été confrontée aussi de la part de la direction de notre école, et c'est souvent aussi le cas dans les écoles supérieures, d'un manque de budget, d'un manque de soutenance de la part de la direction. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, dans vos écoles? Vous disiez que les étudiants, vous les incitez à devenir acteurs du changement. Qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'ils soient aussi acteurs du changement interne de ce qui se passe dans leur école, pour qu'ils puissent mener à bien, notamment lorsqu'ils sont dans des cycles initiaux, des projets internes à l'école et qui seront favorables à une transition aussi écologique, sociale, menée par les étudiants et les rendre vraiment acteurs de la transition en école supérieure. Alors je me permets juste avant que Bertrand ou Alexandre vous répondent, je vous ai vu Léo hocher la tête. Vous êtes d'accord avec ce constat? J'abonde totalement dans cette direction et j'aimerais rajouter que l'éco-anxiété, c'est un mal-être qui nous touche vraiment, les jeunes générations. Vous avez dit aussi certains plus âgés. Et c'est pas un mal-être qui est un mal-être d'inaction, un mal-être de le monde ça va être compliqué. C'est un mal-être de la place de l'homme dans le monde. Et on a beau se prendre en main, comme vous disiez Alexandre, on a beau moi-même faire quand même beaucoup d'actions qui me semblent aller dans le sens d'une transition, l'éco-anxiété ne part pas. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin en se demandant ce qu'on fait là, vers quoi on va, est-ce que c'est le bon chemin? Et ce mal-être, je pense qu'il est vraiment décuplé à cause de discours qui sont des discours un peu, je ne veux pas vous jeter la pierre, madame, mais un peu comme ce que vous disiez il faut rentrer dans le système, parler aux autres et changer tout doucement, tout petit à petit. Je pense que c'est ce qui m'a semblé comprendre, autant pour moi. Je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que ce système et cette société, elle n'est que ce que nous en faisons. Et c'est à nous de prendre en main cette société pour en faire ce que nous voulons en faire. Et c'est quand même plus compliqué que de juste dire ça et de se prendre en main, parce qu'il y a des freins structurels à la société, des sortes de mécanismes d'autodéfense, de dogmes, etc., qui font que c'est compliqué de bouger. Et on a beau donner toute notre énergie dans ce sens-là, l'éco-anxiété est quelque chose qu'il faut combattre et qu'il faut comprendre. Excusez-moi, juste si je peux me permettre, je rebondis sur l'éco-anxiété. Moi, ça a été, et notamment pour plein d'autres étudiants de l'ESI Business School et de la Green Management School, de prendre part à des projets et donc de traiter cette éco-anxiété dans de la mise en action et dans de l'implication. Et ça permet d'atténuer du coup l'anxiété et de la rendre beaucoup plus productive dans un environnement qu'on côtoie dans la majorité de notre quotidien finalement. Donc c'est une des solutions réellement. Bertrand. Pour être très très court, et je pense l'avoir déjà un petit peu dit, ce qui est encore une fois fondamental, c'est d'avoir les étudiants dans les structures de gouvernance, mais pas sur un strapontin, hein, voilà, et qu'ils soient massivement représentés. Encore une fois, il faut savoir leur faire confiance. C'est le cas dans nos modèles d'école d'ingénieurs. Bien évidemment, comme tout le monde, on a des comités de pilotage de développement durable. Les étudiants sont massivement représentés. Il y a un plan de sobriété énergétique. Les étudiants sont très fortement représentés. Puis après, je pense que le manque de moyens, c'est pas forcément une bonne excuse. Voilà. Je crois que quand vraiment on a des convictions, on arrive à avancer quand même. On avait une question, madame.
Oui, merci. Une question d'une professeure de lycée éco-anxieuse. Il n'y a pas que les jeunes qui peuvent être éco-anxieux. Je suis ravie qu'il y ait une lycéenne à la tribune. Alors justement, c'était une question pour Clémence Voreux. C'est difficile de tordre les programmes de sciences économiques et sociales, en tout cas pour moi, qui nous sont imposés, même si au-delà de la fresque du climat, qui est beaucoup plus qu'un jeu sérieux, on peut agir au lycée. Est-ce que le Shift Project s'est penché un peu sur ces programmes-là, a une action ou des recommandations concrètes pour les lycées et aussi dans l'éducation nationale? Malheureusement, au ministère. Merci pour votre question. Malheureusement, c'est une bonne question. Non, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. En fait, simplement, le Shift était plus proche des sphères de l'enseignement supérieur. Donc, par opportunité, on a travaillé sur le sujet qu'on connaissait le mieux, sachant que l'éducation nationale, c'est un sujet très différent de l'enseignement supérieur. C'est pas le même écosystème, c'est pas le même système. Par contre, c'est clair que c'est un énorme enjeu. J'ai animé une table ronde sur l'éducation, quand même, il y a quelques temps, et il y avait beaucoup de représentants, notamment d'enseignants pour la planète, qui est un réseau du coup d'enseignants engagés sur ces sujets-là et qui témoignaient de la difficulté d'aborder ces questions-là dans leurs cours, notamment en raison du caractère politique qui est souvent perçu des enseignements qu'il peut y avoir là-dedans. Et donc le fait que souvent, ça pouvait arriver que les directions d'école, du collège, lycée, interviennent en disant non, vous ne pouvez pas enseigner ça, c'est politique. En parlant de transition énergétique ou climatique. Et donc je pense qu'il y a un gros sujet, et là pour le coup c'est une forme de lobbying qu'on essaye quand même de faire au Shift, qui est d'inciter les institutions à se doter d'une vraie vision claire sur qu'est-ce que c'est la transition écologique qu'on veut mener, pour un peu décomplexifier et décomplexer surtout le débat et la formulation simplement de cette transition, que les fonctionnaires puissent reprendre à leur compte. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils se bloquent eux-mêmes, ou parfois on leur met des bâtons dans les roues parce que ces sujets-là ne sont pas de nature posés comme un projet d'État, un projet de société, et qui soit partagé par tous. Donc je pense qu'il y a un enjeu, en tout cas, la phase sur laquelle on essaye d'agir au Shift, c'est vraiment cette question de poser une vision claire qui puisse être partagée et qui puisse être assumée et portée par les acteurs sans que ce soit un problème. Donc c'est une première étape, ça ne répond pas à l'entièreté du sujet, puisque sinon je partage tous les constats de Sarah sur la problématique de l'enseignement systémique de ces sujets, de l'évolution des programmes, qui est énorme. Aujourd'hui, il y a des enseignements scientifiques, il y a des efforts qui sont mis, mais clairement, il y a une grosse évolution des programmes à amener. Donc peut-être que le Shift pourra se pencher là-dessus dans les prochaines années, mais j'espère aussi que d'autres organisations le feront. Sarah, vous vouliez réagir à ça? Oui, du coup, je ne me suis pas exprimée sur l'éco-anxiété, donc qui est super importante, je trouve. On est un peu matrixé par les réseaux sociaux, c'est pas nouveau. Et on entend tous les jours qu'en gros, le monde va mourir. Et on a la pression aussi de se dire qu'on est la nouvelle génération, qu'il faut qu'on arrive à gérer. Et comme vous disiez, les professeurs n'arrivent pas forcément à suivre et à proposer des programmes qui soient neutres. Mais il y a aussi, de la part de beaucoup de professeurs, c'est ce qu'on a pu observer, une volonté qui est quasi inexistante, dans le sens où, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai eu un reportage d'1h30 sur l'écologie, où on avait un scientifique qui nous disait que le GIEC avait parlé, etc., et que le monde allait très mal. On n'a pas eu de solution, le professeur ne nous en a pas plus parlé, c'était en gros le cours. Et on a énormément de professeurs qui font juste ça, en fait. Depuis la 5e, on fait en anglais, on parle d'écologie. On a des interviews de Greta Thunberg. C'est super intéressant, mais à part ça, le professeur ne parle pas, en fait, pas parce qu'il veut être neutre, juste parce que soit ça l'intéresse pas, soit il n'est pas formé. Et donc, dans ce cas, en fait, c'est même pas juste, c'est pas politique, c'est juste les profs qui font pas forcément d'efforts, l'administration qui fait pas forcément d'efforts, et donc les élèves qui sont pas intéressés. Et on est les futurs étudiants, donc comme disait Léo, il faut qu'on puisse choisir des études qui nous plaisent, des métiers qui nous plaisent, et si les cours ne nous plaisent pas, ça bloque un peu. Il y avait une question, monsieur, avec la capuche Bordeaux. Vous aviez une question, non? Oui, moi j'avais une question, mais juste devant vous, oui, mais vous allez la poser juste après. Alors, d'abord... Juste après, laissez-le prendre la parole. Avec le pull Bordeaux, juste devant, vous avez une question? Non. Alors allez, on vous écoute. Merci. En fait, je vous force pas. J'avais d'abord juste une petite remarque, parce qu'on parle d'éco-anxiété, et que tout de suite les profs de management viennent avec des solutions. La première chose à faire, ce serait peut-être d'abord de la reconnaître. Et moi, ça me touche beaucoup, toutes ces histoires d'éco-anxiété, et je voudrais prendre un instant juste pour vous dire que moi je suis désolé que vous viviez ça. C'est la première chose.
La deuxième chose, depuis ce matin, je n'entends que parler de c'est un problème systémique, il faut le régler en systémique. Et dans les écoles, notamment, on n'apprend pas l'intelligence collective. On n'apprend pas les capacités qu'il faut développer pour apprendre à réfléchir ensemble de manière plus intelligente que ce qu'on fait spontanément. Il y a très peu de programmes de recherche, à part au MIT, sur l'intelligence collective. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider à faire avancer ce sujet dont tout le monde parle mais que personne ne maîtrise ? Merci pour votre question. Il reste 4 minutes. On va essayer d'y répondre et de prendre une toute dernière question après. Qui veut répondre à... Non, mais quand je parlais tout à l'heure de mettre nos étudiants autour de challenges collectivement définis et puis de les mettre en contexte d'apprentissage interdisciplinaire où finalement on n'est pas en mode projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une cible prédéfinie, mais on aborde le sujet avec des mentors enseignants de plusieurs disciplines, c'est là où finalement on met aussi le corps enseignant en zone des fois de risque et d'inconfort. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à créer ces temps d'intelligence collective. Et donc je pense que ces temps de formation aujourd'hui sont absolument indispensables. Et on est en train, enfin c'est maintenant dans nos cursus. Par contre, c'est vrai que ça met une certaine partie du corps enseignant, des universitaires très branchés sur leur discipline, dans des zones d'inconfort. Et là, il faut pouvoir les accompagner. Et c'est pas évident. On avait une question. Je vous écoute, monsieur. Bonjour et merci pour vos interventions. Je vais avoir une question qui est assez simple. Vous avez évoqué tout à l'heure, en fait, que sur 1000 enseignants à Kedge, vous en aviez environ 200 qui étaient formés à la question environnementale, aux limites planétaires. J'aurais voulu savoir quelles sont les limites que vous rencontrez aujourd'hui pour passer à l'échelle et de quoi vous auriez besoin, en fait, tout simplement pour que l'ensemble des enseignants en France, de manière générale, puissent maîtriser ces sujets et les intégrer à leur cours, quelle que soit la discipline. En fait, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune barrière. On est en train de le faire. Voilà. Donc, je disais 200 professeurs qui sont les nôtres, 1000 intervenants qui viennent de manière occasionnelle à l'école. La formation des professeurs sur ces sujets des limites planétaires, par exemple, elle commence maintenant. On est dedans. Donc, rien n'empêche de le faire. Si je vous ai donné l'impression que quoi que ce soit empêché de le faire, c'était pas ce que je disais. Moi, je vais compléter quand même. Juste Clémence, pardon, excusez-moi Bertrand. Juste Clémence voulait intervenir dessus et puis on vous donnera la parole. C'était juste pour peut-être apporter des compléments de la part d'autres établissements qui ont aussi évoqué ce problème éventuellement, mais sans doute que Bertrand aura le volet peut-être aussi ingénieur. Quelles peuvent être les barrières, ouais. Mais sur les barrières, effectivement, ce qui nous remonte souvent au Shift, c'est le manque de formation. Enfin, c'est trouver les formations et où se former et comment former les enseignants. Donc ça, c'est quelque chose, malheureusement, soit on a les bons contacts et on arrive à le faire, mais ce n'est pas forcément à la portée de tout établissement de savoir où trouver ces ressources-là. Il y a les moyens aussi, quand on a un établissement public notamment, c'est quelque chose qui coûte cher. Au Shift, là, nous, dans nos derniers rapports, on a chiffré à environ 48 heures de formation pour les enseignants, pour tous les enseignants sur les enjeux écologiques. C'est beaucoup. Si on prend 200 enseignants ou 1000 enseignants, c'est un budget considérable pour arriver à les former. Donc il y a aussi beaucoup ces moyens-là. Voilà. Et puis après, savoir à quoi former, évidemment, qui relève d'une question plus générale. Peut-être que Bertrand aussi. Oui, Bertrand, vous vouliez réagir à ça court, s'il vous plaît, comme ça on prend une toute dernière question. Très court pour dire qu'effectivement, ça prend du temps. Et nous sommes dans nos écoles d'ingénieurs publics qui produisent de si beaux résultats, pour autant dans des situations compliquées, où on est en manque de ressources, on a de toujours plus d'étudiants, on a des collègues extrêmement investis, très embarqués, mais il faut qu'on arrive à leur dégager du temps pour qu'ils puissent effectivement se former. Et l'équation est compliquée, on manque de moyens, il nous faut recruter davantage et on est extrêmement limité par la puissance publique aujourd'hui. Je vous ai convaincu pour une question. Moi, je trouve que c'est bien de savoir que les étudiants en école supérieure, ils sont acteurs pour l'écologie. Mais qu'est-ce que nous, les lycéens, on peut faire à notre échelle pour avoir une part un peu plus importante dans ce sujet-là? Sarah, elle est pour vous cette question, non? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que lycéen? Le basique, du coup, être éco-délégué, c'est la première étape, mais elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas nécessaire, on peut faire plein de choses. Déjà, dans le milieu scolaire, être éco-délégué, ça permet de s'engager dans l'académie, par exemple.
Ça permet de comprendre les enjeux qu'il peut y avoir. Et du coup, de se dire que dans le milieu extrascolaire, on peut aussi faire des choses. Donc faire comme j'ai pu faire, aller dans une association, vouloir aider. Mais on peut aussi militer quand il y a des manifestations. On peut faire plein de choses. On peut juste en parler autour de nous aussi. On peut essayer de convaincre notre famille de faire attention à plein de petits éco-gestes au quotidien. Et en fait, le mieux, c'est de rentrer en contact avec les personnes qui s'occupent de votre établissement, avec le proviseur, avec les CPE, parce qu'en fait, c'est la première chose à faire, et sans eux, on ne pourra rien faire. Ils ont le budget, ils ont aussi le bon vouloir, parce que même quand ils ont le budget, ils ne veulent pas forcément. Et avec leur accord, vous pouvez faire plein de choses. Nous, on a fait ça, on a mis ça petit à petit en place. Et en fait, c'est super intéressant de voir qu'on peut faire des choses. Et c'est à ça que sert Lycée en transition. En fait, on met plein de kits, de clés pour apprendre à faire des choses dans les lycées et juste pas rester inactif quand on veut faire des choses. On me fait signe qu'il faut... On va terminer par ces paroles encourageantes de Sarah. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Merci pour vos questions très pertinentes. Et je veux juste rajouter merci beaucoup aux intervenants de toutes les micros. Merci à toutes et à tous. Merci aux intervenants qui étaient de très bonne qualité. Merci à vous. La piraterie n'est jamais finie. Parce que vraiment, ils ont joué le jeu du débat. Right. Il y a mon micro.